Pour moi, les fermes, et notre ferme en particulier là, c'est clairement un lieu d'accueil des gens du territoire, des enfants, des curieux, des touristes, avec joie quoi. Et pour moi, c'est vraiment un support fantastique pour créer du lien social. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Clés de l'agroécologie où nous avons rendez-vous avec Guillaume Aléwin du Jardin de Demain dans le Calvados. Nos vidéos ont pour objectif de vous présenter des fermes inspirantes et qui démontrent un modèle agroécologique abouti. C'est parti! Bonjour Guillaume, donc tout d'abord merci de nous accueillir au Jardin de Demain et merci de prendre du temps pour partager ton expérience auprès de porteurs de projets ou autres agriculteurs. Donc pour commencer, peux-tu te présenter et présenter les Jardins de Demain ? Oui, alors bonjour, je suis donc Guillaume Aléwin, je suis installé depuis le 1er juillet 2017 sur 2 hectares 85, j'ai 30 ans, je suis ingénieur agronome de formation, j'ai très peu travaillé à l'extérieur, je suis rapidement venu m'installer ici. Et donc sur la ferme aujourd'hui on est 2 associés et en gros 3,5 UTH lycée sur l'année quoi. Donc il y a un salarié 6 mois de l'année et après quasiment tout le temps un stagiaire, grosso modo. On fait pousser à peu près tous les légumes qui poussent ici, donc c'est super diversifié. On est en agroforesterie fruitière, donc avec principalement pommiers, poiriers, mais on a aussi des fraises, des framboises et de la rhubarbe en fruits. Et puis on élève entre 100 et 200 poules pondeuses, 100 pendant l'hiver, en gros les 6 mois d'hiver, et 200 les 6 mois d'été où on a plus de ventes. Et donc pour essayer de contenter tout le monde, on double le cheptel. On vend donc principalement ici à la ferme, le mardi soir de 16h à 19h et le vendredi de 16h à 18h. On vend aussi sur la plateforme coopérative open source COP Circuit. Donc là c'est le vendredi matin qu'on prépare les commandes et c'est livré dans des points relais à une grosse dizaine de kilomètres à la ronde. Et puis on a un petit peu de Biocop, une petite AMAP à Bayeux, une grosse dizaine de paniers. Et en saison un restaurant gastronomique en face là qui nous achète des légumes. Donc je suis installé ici sur 2 hectares 85 qui sont loués à mes parents, qui sont propriétaires du terrain, qui sont producteurs de lait et de céréales à côté. C'est 2 fermes distinctes depuis le début, avec quand même bien entendu des collaborations et notamment le fait qu'ici on n'a pas de tracteur, mais on loue du temps de tracteur à papa et maman à côté et on a le droit d'utiliser quand eux ils l'utilisent pas. Donc on a des contraintes matérielles mais on a aussi des facilités matérielles parce que forcément il y a une ferme à côté qui tourne depuis maintenant quasiment 30 ans. Donc on est installé ici en Normandie, au milieu des plages du débarquement, à 1,5 km de la mer. Donc on a quand même une influence de la mer qui lisse un peu les températures, notamment un peu moins de gelée pendant l'hiver. On a de l'eau relativement bien répartie sur l'année, à base de entre 700 et 800 mm par an. Et on est sur un sol ici qui est limono-argileux, mais pour une terre maraîchère quand même argileuse, c'est-à-dire qu'on a 20% d'argile ici, 2,2% de matière organique quand moi j'ai démarré il y a 5 ans et demi, 6 ans quoi. Aujourd'hui en extérieur on est arrivé à autour de 5% de matière organique et sous serre un peu plus de 7%. Donc voilà, on va parler après des techniques qui ont permis ça et des limites aussi à ça je pense. Si tu devais présenter ta ferme en une phrase pour présenter un peu la philosophie, qu'est-ce que tu dirais ? Eh ben, je dirais que c'est une micro-ferme agroécologique, pas que parce que je parle à la ferme d'avenir, mais parce que franchement je pense que c'est ce qu'on fait ici, qui est en agriculture biologique, bien sûr c'est le minimum, mais qui fait bien plus que ça. Donc sur 2 tiers de la surface, on est en maraîchage sur sol vivant sans travail du sol, et c'est une ferme d'abord au service des paysans et de la société, donc c'est-à-dire c'est une ferme qui est censée rendre les gens heureux, et puis essayer de les nourrir dans de bonnes conditions, et prendre soin du bout de terre qui nous est confié ici, donc c'est 2 gros hectares et demi quoi. Donc c'est ça, si je devais le résumer, c'est une ferme qui prend soin de la terre et qui prend soin des hommes. Donc pour mieux appréhender la complexité de l'agroécologie, Ferme d'Avenir a développé l'outil visuel de la fleur de l'agroécologie qui va nous permettre de présenter ta ferme du point de vue économique, environnemental et social. Donc pour commencer, est-ce que tu peux nous partager les résultats de ta ferme pour discuter un peu du volet économique ? Complètement. Concernant les résultats économiques de la ferme, si on prend l'année dernière, on a sorti 133 000 € de chiffre d'affaires, 53 000 € de BE, donc sans emprunt. C'est une ferme qui a été développée, je pense, aujourd'hui avec des investissements à hauteur de 45 000 à 50 000 €.
Donc les 53 000 € de BE servent à rémunérer les associés et à réinvestir dans la ferme au besoin, quoi. Donc c'est économiquement une ferme pour moi qui tourne bien, on se rémunère bien. Moi je suis payé pour 49 heures semaine, 1700 € de base, sans redistribution des résultats à la fin de l'année, quoi. Donc plutôt autour de 2000 € par mois. Et Marie qui elle est à 36 heures semaine est rémunérée 1300 € de base. C'est une ferme qui tourne bien d'un point de vue économique et qui est aussi relativement économe dans le sens où il y a peu de pression financière parce que pas d'emprunt. Et du coup, il y a aussi peu de pression mentale parce que même si on a à cœur de faire bien, on ne fait pas d'achat-revente sur les légumes. Donc il y a quand même une ambition d'avoir la gamme toute l'année. Mais c'est pas une pression de on doit rembourser le banquier et du coup il faut cravacher. Enfin, on travaille bien et on arrive à dégager de la valeur ajoutée, mais c'est pas sous pression financière qu'on le fait, quoi. Concernant les conditions de travail, donc comme je disais, Marie, mon associé, est à 36 heures semaine, moi je suis à 49 heures semaine. Donc on a une garde, notamment pour les poules et la récolte par exemple des courgettes en saison et l'arrosage de la pépinière, un week-end sur deux qui équivaut ici sur l'année à 1 heure de travail le samedi et 1 heure le dimanche. Donc des permanences, il y a un vrai week-end toutes les 2 semaines. On prend entre 4 et 5 semaines de congés payés par an. Et puis on essaye de s'économiser pour pouvoir faire ce métier-là toute notre vie, c'est l'ambition qu'on a ici. Donc on fait appel au tracteur de la ferme d'à côté qu'on loue et qui nous permet notamment d'utiliser un godet décileur. Donc c'est un outil qui nous permet de taper dans le tas de compost ou dans le tas d'herbes de tonte, griffer la matière et ensuite venir la distribuer sur les planches. En roulant sur la planche d'à côté, on fait un andin qui nous permet juste avec un coup de râteau d'étaler de la matière de manière très efficace. Donc sur une planche de 60 mètres comme vous avez derrière là, en 10 minutes en gros c'est fait, alors qu'à la brouette on y passerait 2 heures, entre 2 et 3 heures en fonction de la matière, quoi. Donc ça économise notre physique, mais ça économise aussi du temps de travail et du coup une capacité à produire plus de valeur ajoutée sur la ferme en général, quoi. Alors pour continuer, peux-tu nous présenter ce qui est mis en place sur ta ferme concernant l'environnement? Carrément, du coup toutes les pratiques agricoles sont réfléchies d'un point de vue environnemental ici. L'objectif de base c'est de nourrir les gens, mais c'est aussi de prendre soin de la terre. Et du coup l'agroécologie pour moi c'est utiliser les caractéristiques de la nature pour produire de la nourriture, lui faire produire de la nourriture. Donc ici on utilise 0 traitement. Donc il n'y a rien qui est utilisé. Or cette année, ça faisait 3 ans qu'on avait réussi à ne pas utiliser d'antilimace. Cette année on a dû ressortir l'antilimace parce que en fait, nos techniques, notamment sur la partie maraîchage sur sol vivant où on ne travaille pas le sol et on couvre 100% de l'année quasiment le sol avec de la matière, ça a vachement favorisé les limaces et du coup on s'est retrouvé cette année avec une situation où à chaque fois qu'on plantait un légume, on se faisait éclater de légumes dans la nuit qui suivait, quoi. Donc on a ressorti du Slux, qui est un anti-limace autorisé en bio, pour essayer de rediminuer la pression. Et là, on est sur une pression complètement acceptable. Bon, je pense que je suis l'une des seules fermes, en tout cas en Normandie, à ne pas utiliser d'antilimace en agriculture biologique. C'était quelque chose qui me tenait à cœur d'essayer d'aller au bout du système, au bout en tout cas de pousser la biodiversité fonctionnelle au maximum pour essayer de gérer ça. Aujourd'hui, nos techniques favorisent beaucoup plus les limaces que par exemple les 3 mares qu'on a pu creuser sur le jardin qui sont censées favoriser les batraciens. Les bandes non fauchées, les bandes enherbées et le broyage minimal qu'on fait pour essayer de favoriser les carabes, tous les insectes qui sont en capacité d'avoir un impact sur la limace, les tas de branches à gauche à droite pour essayer d'optimiser la présence des hérissons. En fait, nos techniques favorisent beaucoup plus le ravageur limace que les prédateurs, même si on y prend soin. Maintenant, sur l'aspect biodiversité, on essaye d'aller au bout du truc au maximum. Donc, il y a des petites choses qui paraissent rien, mais qui font la différence. Par exemple, d'essayer d'occulter, pour désherber les planches en fin de culture ou entre 2 cultures. On utilise de la bâche d'ensilage qui nous permet de faire le noir et de tuer les mauvaises herbes. Mais cette bâche d'ensilage là, c'est aussi des réserves à mulots et à rongeurs, quoi. Aujourd'hui sur la ferme, on a 0 problème de rongeurs. Notamment parce que on essaye d'occulter le plus tard possible, qu'on a quasiment 0 culture sur bâche. Donc très peu d'endroits où les prédateurs classiques que sont les rapaces nocturnes et diurnes et les renards ne peuvent pas accéder, quoi.
Donc ça c'est tout bête, mais voilà, on essaie d'occulter le plus tard possible, c'est-à-dire courant janvier pour les premières planches du printemps, mais on n'occulte que ce qu'on a besoin au fur et à mesure de l'année et on fait tourner les vaches tranquillement. Après effectivement on a développé ici quand même un sacré maillage d'arbres et donc d'agroforesterie intraparcellaire dans l'objectif de paysager et de travailler dans un environnement chouette, de diversifier la gamme de produits vendus et aussi et surtout d'accueillir les oiseaux sur la parcelle. Et à la base c'était planté tous les 24 mètres avec des M9, donc des porte-greffes super nains. Parce que la culture principale c'est quand même le légume, donc faut pas que l'arbre fasse trop d'ombre, et on est quand même en Normandie donc il n'y a pas du soleil tous les jours comme vous pouvez le voir. Du coup après avoir visité pas mal de fermes autour qui ont été un peu plus loin que moi sur l'expérimentation, on se rend compte que le maximum pour qu'un oiseau puisse vraiment aller explorer tous les légumes sur un bloc de culture, il faut 10-12 mètres entre deux arbres au maximum. Donc on a refait des rangs avec juste un arbre tous les 10 mètres qui est en gros un arbre perchoir, un relais pour que les passereaux puissent vraiment aller dans les cultures, et avec le rêve un jour de ne plus avoir à utiliser de filets anti-insectes et que les oiseaux gèrent notamment la pierride, la petite chenille là, qui se développe sur le chou et qui est capable de le ratamer total. Que les oiseaux puissent gérer cette pression pierride et qu'on n'ait plus besoin d'utiliser de filet. Donc ça c'est quand même un rêve d'aller au bout de l'utilisation de la biodiversité fonctionnelle en maraîchage, et on est bien parti. En tout cas ça fonctionne bien, les légumes poussent bien, les oiseaux sont là. Maintenant je pense qu'il faut qu'on attende encore un peu, donc on utilise encore beaucoup de filets anti-insectes, mais ça fonctionne plutôt bien. Ici il y a une grosse réflexion sur la gestion de la fertilité et l'augmentation, l'aggradation des sols. Donc comme je disais, sur 2/3 de la surface, grosso modo, on est en but permanent sans travail du sol, donc un peu l'application de la permaculture mais à une échelle commerciale. On nourrit 200 familles semaine, donc ça fait quand même du légume toute l'année. On peut arrêter de travailler le sol, c'est une chose, mais par contre il ne faut pas arrêter de créer de la porosité dans le sol, parce que sinon les végétaux ne sont pas capables de se développer. Donc comment on fait ça? C'est qu'on donne à manger aux vers de terre, aux bactéries, aux champignons, pour qu'ils créent la porosité et que ensuite les systèmes racinaires de nos légumes puissent aller l'explorer et pomper les nutriments dans les différentes colles que toute cette vie du sol a déposé sur les parois des porosités qui ont été créées. L'idée c'est qu'en fait avec toute cette vie du sol, les nutriments sont bloqués dans les colles du sol, là, donc le mucus des vers de terre, les excréments des bactéries, c'est en gros stabilisé de manière biochimique naturellement, et ça fait comme une espèce de toile d'araignée qui tient les nutriments dans l'horizon superficiel du sol, ce dit horizon qui va en fait être exploré par les racines des végétaux. Donc c'est là qu'on veut les nutriments, c'est pas à la mer, parce que moi ils me permettent pas de faire pousser des légumes, et du coup ils vont pas me permettre de me rémunérer et de nourrir les gens du coin. Donc c'est un intérêt environnemental d'un point de vue pollution, puis c'est un intérêt économique parce que ça permet d'avoir des légumes de qualité et qui poussent suffisamment bien pour qu'on puisse se rémunérer. Donc cette partie MSV, elle est gérée avec différents paillages, et il y a en plus des rotations de légumes et de familles de légumes comme on le fait habituellement, des rotations de paillage. Donc moi j'essaye qu'il n'y ait pas 2 ans de suite le même paillage sur la même planche, sur la même butte. Donc on utilise de l'herbe de tonte, de l'ensilage de luzerne frais quand on est un peu à court d'herbe de tonte, du compost de déchets verts, de la paille ou du fumier super pailleux, sans crottin, mais voilà. Et puis un peu de copeaux de bois, mais pas tant. Et donc ces paillages-là, en tournant, ça crée de la diversité de la ration du sol, et pour moi ça crée aussi de l'équilibre dans la capacité de ce sol à digérer cette matière. Comme je disais tout à l'heure en introduction, on est passé de 2,2 points de matière organique à 5 en extérieur et plus de 7 à l'intérieur. Pour moi c'est violent, c'est même trop. Aujourd'hui en 5 ans, prendre 4, 5, 6 points de matière organique comme ça pose question sur la capacité du sol à digérer ça pose question sur nos pratiques, et est-ce qu'on n'est pas en train de rendre les sols boulimiques. Et dans ce cas-là, c'est pour moi une maladie, et ça peut créer des déséquilibres, et notamment peut-être voir demain se développer de manière massive et incontrôlée des chardons ou des plantes bioindicatrices d'excès de matière organique dans les sols.
Donc moi j'essaye de raisonner ça et de rentrer dans ma rotation de paillage du non-paillage. Donc c'est du non-travail du sol mais sans paillage. Et sur des périodes, au mois de juin par exemple où c'est assez sec, ou sur des légumes qui sont très concurrentiels, genre le haricot, le pois mange-tout, des trucs qu'on fait grimpants et qui tolèrent de l'enherbement au sol, ne pas avoir de paillage pour essayer de limiter les apports et pas non plus avoir des quantités incroyables qui demain peut-être impacteront de manière négative notre capacité à produire du légume, notamment par la gestion de l'environnement. Aujourd'hui ça se passe bien, on a quelques taches de chardon à gauche à droite, mais en vrai c'est pas grand chose. Aussi parce qu'on part d'un historique où c'est 50 ans de labour en conventionnel, sur une terre qui était propre, comme le disent les conventionnels, c'est-à-dire très peu d'enherbement et une flore adventive, principalement annuelle, donc qui est relativement facile à gérer, c'est pas trop de pérennes, c'est pas trop d'ortie, pas trop de chardon, pas trop de liseron. Donc on essaye de capitaliser là-dessus, c'est notre 6e saison. Ça fonctionne bien, on en prend soin, on fait attention, mais pour l'instant ça se passe bien, quoi. Donc du coup tu nous as dit que là tu t'ancrais dans un contexte un peu familial et en plus tu as développé un réseau de vente local. Est-ce que justement tu peux développer cet aspect social qui est sur ta ferme ? Ouais, carrément, pour moi c'est super important parce que la ferme elle est au service de ses paysans et du territoire et c'est pas nous qui sommes esclaves de notre ferme comme on le voit quand même beaucoup aujourd'hui dans le monde paysan et dans l'agriculture en général. Et du coup je pense que la première partie sociale elle est au propos de ceux qui travaillent ici. Donc on essaye d'avoir des conditions de travail qui sont chouettes, d'avoir une flexibilité aussi. Marie elle gère ses enfants, elle revient avec ses enfants après l'école si besoin. Enfin voilà, c'est une flexibilité et un confort de travail dans le monde agricole dont on parle pas forcément très souvent, mais qui est franchement super, quoi. Pour moi, les fermes et notre ferme en particulier là, c'est clairement un lieu d'accueil des gens du territoire, des enfants, des curieux, des touristes, avec joie, quoi. Et pour moi, c'est vraiment un support fantastique pour créer du lien social. Donc on l'a poussé plus ici, je pense, avec notamment la création de l'association des Graines de Demain, qui accueille des enfants ici tous les mercredis matins. Il y a une quinzaine d'enfants, c'est toujours les mêmes, c'est comme s'ils allaient au théâtre ou au foot ou à la danse. Mais ils viennent ici au jardin, ils font des activités autour de la cuisine, du potager, de la production de légumes, de l'expression artistique dans la nature, du vivre ensemble, des différentes activités qui sont avec le maître mot de la bienveillance et de apprendre par faire, quoi. Donc après, depuis 2 ans maintenant, on a créé une association dans le corps de ferme ici qui s'appelle l'association du tiers-lieu L'Arbre. Donc c'est un tiers-lieu agriculturel qui développe des activités autour de l'agriculture, de l'alimentation durable et de la culture en milieu rural. Et du coup, on a un salarié à plein temps, un coordinateur qui s'appelle Aurélien Marie et qui a développé depuis 2 ans, avec l'aide d'une centaine de bénévoles là, qu'on est autour, qui sont membres de l'association, plein d'activités qui vont des visites de ferme à un festival éco-citoyen là, en fin d'été tous les ans, des petits concerts, des pièces de théâtre, une guinguette tout l'été là, qui est ouverte 1 à 2 fois par semaine. Enfin, plein d'activités qui ont pour but de créer du lien, principalement autour du jardin et puis de la ferme laitière à côté qui nous permet d'avoir des espaces vraiment chouettes pour accueillir des gens. Et puis en fait je pense, et en tout cas c'est une ambition que je me donne ici, c'est que quand les gens rentrent dans le jardin ici, ils en ressortent différents, quoi. Ils en ressortent avec au moins un petit peu plus de connaissances ou un peu plus d'appétence pour essayer de comprendre d'où vient leur nourriture. Peut-être aussi un peu plus d'empathie vis-à-vis des paysans qui la produisent aussi, avec peut-être une nouvelle palette de goûts qui leur a été ouvert ici parce que une tomate comme ça ils n'en avaient jamais mangé de leur vie, ou une fraise comme ça ils n'en avaient jamais mangé de leur vie, et en fait ça donne envie de creuser, ça donne envie de faire sa part, et je pense que c'est aussi une vocation qu'a ce lieu, d'essayer de créer des vocations et en tout cas de développer la sensibilité des gens pour une agriculture et une consommation plus durable et sur les territoires, et ça pour moi c'est super important. Donc merci Guillaume pour tout ce partage. On peut voir apparaître la fleur de ta ferme et se rendre compte de l'ensemble des défis agroécologiques auxquels vous répondez ici au Jardin de Demain. Pour toi, quel est le point fort de la ferme et quelles sont peut-être les marges de progression de ta ferme ? Après, les marges de progrès, moi j'ai envie de travailler encore un peu moins.
Donc j'aimerais bien qu'on arrive à créer encore un petit peu plus de valeur ajoutée pour réussir à ce que l'équipe s'agrandisse un peu et que moi ça me permette de travailler un petit peu moins. Ici on a un forage sur la ferme qui est salé, donc on utilise de l'eau du réseau. On n'utilise que 1200 m3 par an, mais pour moi c'est 1200 m3 d'eau potable de trop, quoi. Donc il y a quelque chose à travailler à ce niveau-là et aussi une marge de progrès technique parce qu'en termes d'irrigation on pourrait être bien meilleur. Et puis moi j'ai toujours beaucoup de plaisir à essayer de prendre le temps de faire du beau. Donc si je pouvais aussi avoir un peu plus de temps pour continuer à développer les bandes fleuries, continuer à créer des installations, à faire des sculptures, à faire des choses qui font que le lieu est encore plus inspirant et plus saisissant pour les gens qui passent ici. Super, merci beaucoup. Et allez, pour finir, est-ce que tu aurais un conseil à donner à des porteurs de projets qui veulent s'installer ou à des agriculteurs qui veulent se lancer dans la transition agroécologique? Il faut se fixer les bonnes règles dès le début sur ta ferme. Donc le bio c'est un minimum, le sans travail du sol au maximum c'est chouette, le moins de déchets possible c'est la base. Et après, une fois que tu as fixé ton cadre d'objectifs techniques, tu arrives à développer des fermes qui répondent à toute cette fleur de l'agroécologie qui nous tient tous à cœur et qu'on a envie de valoriser le mieux possible, quoi. Merci beaucoup pour ce partage et bonne continuation. Merci à toi d'être venu filmer ici et puis en espérant que cette vidéo elle serve au plus grand nombre, quoi.